Bien, merci Corinne, merci Robin d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité à venir vous souhaiter une bonne année déjà, plein de belles choses pour cette année 2016 qui commence. Alors vous avez dû passer le réveillon et les réveillons, notamment celui de Noël, à discuter de croyances au Père Noël notamment, et j'aurais pu d'ailleurs développer le même argumentaire que je vais faire maintenant sur la question de la croyance du Père Noël et le positionnement des professeurs, notamment des professeurs des écoles, durant cette période qui donne lieu à des productions éducatives, des discussions scolaires qui sont à la charnière entre croyances familiales et puis connaissances et discussions éducatives. Alors je travaille dans un laboratoire depuis le 1er janvier 2016, donc c'est aussi l'occasion de vous présenter le laboratoire dans lequel je travaille, qui s'appelle Éducation, Culture et Politique, qui est dirigé par une historienne qui s'appelle Françoise Lantôme, à l'Université Lyon 2, et qui s'intéresse à la professionnalité des enseignants lorsqu'ils sont confrontés à des questions sensibles, des questions d'actualité, ou ce qu'on appelle dans notre jargon des questions socialement vives, c'est-à-dire qui articulent à la fois des connaissances et des croyances, en tout cas dans les argumentations sociales et les argumentations des enfants notamment. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un travail que nous avions conduit dans l'université où j'étais auparavant, qui était l'université de Bourgogne. Et je travaillais dans un laboratoire dirigé par Daniel Reichsvarg qui s'intéressait à la communication des sciences, et notamment à ce que les médiateurs de sciences, qui sont les gens des musées, et pas seulement les enseignants, disent de la question notamment de l'évolution. Alors c'était une époque où venait de se produire un événement médiatique un peu particulier qui était la distribution de l'Atlas de la création dans plusieurs établissements du secondaire, et un événement médiatique qui avait eu lieu en février 2007 et qui avait suscité une couverture médiatique forte, mais aussi par l'intermédiaire de cette couverture, la possibilité de voir des engagements de scientifiques, d'enseignants, des engagements politiques vis-à-vis de la place des sciences et de la place des croyances dans le contexte scolaire. Alors, cette question des croyances et des sciences, notamment autour de la question de l'évolution, elle est assez fréquente dans les médias. Vous voyez que pour le 26 et 27 décembre 2015, Libération a fait un numéro spécial grâce à Sylvestre Huet, qui est le journaliste très en vogue dans la sphère scientifique en ce moment. Il y a des modes. En ce moment, c'est Sylvestre Huet qui a le plus de reconnaissance scientifique. C'est donc un allié très proche de la sphère scientifique, qui arrive à vendre à la rédaction qu'il serait intéressant de faire une de journal. Il n'y a que lui qui arrive à faire ça. Dans la presse quotidienne nationale, c'est le seul à ma connaissance qui arrive à mettre souvent les sciences à la une, avec cette exposition à la Cité des sciences et de l'industrie sur Darwin, et qu'on contextualise avec l'idée que le créationnisme musulman et le créationnisme américain, des protestants américains, est toujours très présent, il est toujours offensif vis-à-vis de l'école, et que donc la Cité des sciences propose une nouvelle stratégie pour lutter contre ces offensives créationnistes, et une stratégie que nous classifions, dans ce que l'on appelle une laïcité de réfutation. Alors c'est justement la conclusion de l'ensemble de nos travaux, c'est qu'il existe, face à ces offensives créationnistes, 3 façons de réagir, aussi bien dans les classes que dans l'univers de la médiation scientifique et dans l'univers scientifique aux sciences larges. La laïcité d'évitement, ça ne me regarde pas, je vous montrerai un exemple autour de la classe de la création, on n'a pas à en parler. Une laïcité de réfutation,
qui illustre ce genre d'exposition, qui illustre aussi la production de manuels à destination des enseignants ou de colloques, notamment durant l'année Darwin, je vous montrerai quelques exemples. Et puis une autre forme de laïcité, qui est une laïcité que Régis Debray appelle laïcité d'intelligence, que nous appelons laïcité de compréhension, qui consiste justement à discuter de ces différents registres et à prendre à bras-le-corps la question des croyances face à la question de la science et de la nature des sciences. Donc, distinguer ces deux registres. Alors, je vous ai remis ici un document qui est intéressant sur la laïcité, qui a été produit par les professeurs des écoles, pour les professeurs des écoles, et qui illustre aux enfants comment on peut expliquer en images les articles, les 15 articles sur la laïcité. L'article 12 que tu citais, Corinne, là, est illustré de manière assez amusante, avec ce professeur de sciences qui présente à un élève certainement des contenus qui vont contre ses croyances, et l'enfant demande: est-ce que je suis obligé? L'enseignant dit: oui, tu es obligé, puisque aucun élève ne peut refuser de suivre l'enseignement sous prétexte que sa religion ou ses idées politiques le lui interdisent. Alors c'est vrai pour l'évolution, mais c'est vrai aussi pour la reproduction, enfin toutes ces questions sensibles dont nous avons largement discuté en ce début de matinée. Alors, il est important de voir que la question du créationnisme, on a souvent tendance à la regarder comme un problème américain qui est dû à une nation qui est très empreinte de religiosité. 50% des Américains pensent que Dieu existe, et que c'est donc quelque chose qui est assez éloigné de nous, puisque nous n'avons pas ce genre de statistiques sur les représentations des Français vis-à-vis de la croyance en Dieu, c'est plutôt de l'ordre de 10%, et que de toute façon notre société, par son histoire, est sécularisée, elle a mis la religion à la porte de manière plutôt forte, et que nous n'aurions pas de problème. Les Français déclarent en majorité, comme le montre cette enquête dirigée par Dominique Guillot en 2009, que les Français adhèrent à la théorie de l'évolution, ça ne leur pose pas de problème. La difficulté, c'est que effectivement, ils se représentent l'évolution de manière non créationniste. Pour eux, il n'y a pas de question de Dieu là-dedans. Mais quand on les interroge et quand on analyse leurs réponses, il n'est pas non plus question de Darwin au sens où on l'entend dans la théorie de l'évolution construite par les scientifiques. En réalité, Dominique Guillot et puis un autre auteur qui s'appelle Gérald Berger montrent que les représentations des Français par rapport à l'évolution des espèces, l'évolution de l'homme, sont de type finaliste, et que ça ressemble énormément à ce que pouvait proposer ou écrire Lamarck dans l'époque où il a commencé en pré-darwinien à essayer de proposer une hypothèse explicative à l'origine des espèces. Alors, le chercheur qui s'appelle Gérald Bronner, en 2007, a fait une enquête auprès de 60 adultes, tous bacheliers, avec l'hypothèse que s'ils ont eu le bac, ils ont dû entendre parler à un moment ou à un autre d'évolution, ou en tout cas proximité avec ce modèle scientifique, explicatif. Et il leur a proposé l'énigme suivante, qui est extrait d'un article du Courrier international qui concerne les éléphants, qui statistiquement auraient de moins en moins de défense en Chine, enfin de défense, l'organe défense. Et il leur a proposé l'énigme suivante: à l'état sauvage, on constate que certains éléphantaux sont porteurs d'un gène qui empêche la formation des défenses. Les scientifiques ont constaté récemment que de plus en plus d'éléphantaux naissent porteurs de ce gène, donc ils n'ont pas de défense à l'âge adulte, donc de plus en plus d'éléphantaux portent ce gène. Comment vous expliquez ça? 16% des réponses, et seulement 16% des réponses des enquêtés, des 60 personnes enquêtées, s'inscrivent dans le scénario ou le modèle darwinien qui explicitait dans les lignes suivantes, les braconniers ne tuant pas les éléphants sans défense, les mutants deviennent plus nombreux dans la population et le gène se propage parmi les éléphants. Donc voilà une théorie qui a été explicitée par un zoologiste de l'école normale de Pékin qui a travaillé sur cette population d'éléphants chinois. Les réponses des Français
enquêtées par Gérald Bronner, et à 55% des réponses qui sont de l'ordre du finalisme. Il y a une force, c'est parce qu'ils veulent lutter contre les braconneurs que les éléphants progressivement s'adaptent et perdent leur défense, et donc cette adaptation entraîne une mutation. Donc, une vision très particulière. Donc, il se déclare darwinien, mais dans les explications, les scénarios explicatifs sont plutôt de l'ordre du finalisme. Donc tout ça pour dire qu'en éducation, on a quand même des choses à travailler encore, hein, sans rentrer dans la question du créationnisme, sans avoir peur du créationnisme. On peut déjà commencer à discuter d'un point de vue épistémologique et socio-épistémologique de ce qu'est le finalisme et par rapport au modèle darwinien. Alors, les questions que nous nous posons et la manière dont nous travaillons est la suivante. Nous essayons de voir dans les classes, lorsque les élèves soulèvent des questions qui articulent science et croyance, comment réagissent les enseignants, quels sont les modèles pédagogiques qu'ils mettent en place. Nous sommes inscrits dans l'école de Philippe Mérieux, donc nous avons des outils d'analyse des stratégies de classe qui vise à catégoriser les propositions faites par les enseignants aux élèves, leurs réactions, en appelant ça différents modèles éducatifs. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit apparaître 3 modèles face à ces questions de croyance et de science: des modèles de laïcité d'évitement, des modèles de laïcité de réfutation, et des modèles de laïcité de compréhension qui sont quand même plutôt minoritaires dans les résultats d'enquête dont nous disposons actuellement. Alors la classe de la création, dont je vous parlais tout à l'heure, en février 2007, a suscité donc une couverture médiatique forte à partir du 2 février 2007. L'ouvrage était arrivé dans les établissements au mois de fin janvier 2007. La presse s'en est emparée ensuite progressivement par l'intermédiaire de dépêches AFP, puis ensuite qui ont circulé à l'échelle mondiale, et puis ensuite dans la presse quotidienne nationale, nous avons regardé ce qu'il en avait été dit et ce qu'en avait fait la presse en construisant ses discours sur cet objet. Et nous sommes revenus à cette affaire de manière diachronique, puisque ce qui nous avait alerté, c'était une exposition qui avait eu lieu à Lyon en 2011, dans laquelle nous étions allés avec un groupe d'enseignants de SVT, piloté par Céline Mamessier à l'époque. Et nous étions dit, tiens, il y a une conférence sur le créationnisme qui annonce l'effondrement de la théorie de l'évolution et les miracles scientifiques dans le Coran. Dit qu'on pouvait peut-être aller faire un tour, surtout que les élèves nous en avaient parlé. J'étais à l'époque enseignant dans la banlieue de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, à Vénissieux, le lycée Marcel Simba. Et c'était donc une étudiante qui m'a dit: monsieur, il y a une conférence ce soir sur l'effondrement de la théorie de l'évolution, est-ce que je peux y aller, et 2, est-ce que vous pouvez venir avec moi? Donc je peux y aller, je lui dis bien sûr, il faut y aller, je peux venir avec toi, je vais essayer. Au final c'est moi qui suis allé, elle n'est pas venue. En tout cas une alerte qui venait d'un élève, et puis ensuite dans les forums de SVT aussi avait circulé cette information. Alors j'y ai assisté avec, pas dire vraiment du plaisir, mais pas non plus du déplaisir. J'ai l'impression d'assister à un spectacle, avec la théorie de l'évolution, première diapositive, mytho et réalité, et puis je vous ai mis la dernière diapositive qui n'est pas vraiment une diapositive scientifique, mais qui rappelle quelques notions, quelques écrits importants du Coran, qui rappellent que la parole d'Allah est plus forte que tout, et c'est elle qui doit guider nos raisonnements et nos rapports au monde et à la vérité. Alors vous connaissez certainement cet ouvrage, il a été largement discuté par les scientifiques, avec toujours cette question de les fossiles d'avant ressemblent aux fossiles actuels, donc il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de transformation. La reprise aussi du scepticisme sur certaines fraudes scientifiques par rapport à la fraude de Piltdown par exemple, en disant vous voyez que les darwinistes ne sont pas non plus des gens toujours très fréquentables, il y en a qui trichent. Et puis ces dernières pages, vers la page 720 à 729, qui rappellent que la théorie de Darwin a des implications sociales fortes, et que
tous les terroristes sont des darwinistes, dans la mesure où ils défendent une supériorité ethnique ou génétique qui les conduit à commettre des atrocités, que ce soit des atrocités communistes, un certain nombre d'événements politiques du XXe siècle qui sont mis en avant, jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001. Alors, on a regardé ce qu'en a dit la presse sur cette période de février 2007 avec Le Figaro, Le Monde, Libération, L'Humanité, La Croix, et puis de la presse aussi gratuite, 20 minutes, et puis de la presse en ligne, des quotidiens aussi qui ne sont pas hebdomadaires, mais qui ne sont pas quotidiens, mais qui sont hebdomadaires. Donc on analyse, notre travail avec les thésards, c'est ça, c'est de décortiquer les discours pour essayer de dessiner ce que l'on appelle, nous, des jeux d'acteurs et d'arguments qui donnent un sens à l'événement. Alors, on constate que ce qui s'est passé dans les prises de parole publiques sur cette affaire ont évolué au cours du temps, avec des réactions d'abord très émotionnelles fortes du côté des scientifiques, notamment avec Hervé Le Guyadier, qui est conseiller à l'époque l'inspection générale, mais en tout cas je ne sais pas bien comment ça s'est passé, Annie aussi m'en a parlé vaguement, mais je ne me souviens plus si c'est elle qui lui avait demandé d'expertiser l'atlas de la création ou si à l'inverse lui avait proposé une expertise, mais en tout cas sa conclusion était assez tranchée. Il convient que cet ouvrage qui est arrivé dans les établissements n'arrive en aucun cas dans la main des élèves et des étudiants. Quel que soit leur niveau, peu d'entre eux ont le bagage intellectuel nécessaire pour affirmer la dialectique de la dernière partie, cette partie sur les offensives, et notamment de la partie aussi intitulée sur la réfutation de la théorie de l'évolution. Il y a donc eu une première réaction qui a été une réaction d'évitement et de censure forte, c'est-à-dire débarrassez-moi de cet ouvrage, il n'a pas de place à faire dans les établissements, il faut même le cacher, mise à l'index donc scientifique de cet ouvrage. Après cette première réaction, quelques jours plus tard, à partir du 9 février, on peut dire que la communauté scientifique s'est réorganisée autour de cette position avec un petit peu plus de souplesse, mais toujours avec une terminologie assez forte de type offensive. Il faut riposter, il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire. Nous sommes attaqués. Et comme le dit Le Guyadier, c'est certainement une attaque de l'autonomie des sciences qui est crainte par la sphère scientifique à ce moment-là. Une perte de légitimité ou d'autonomie lorsque ces discours rentrent à l'école. Le Collège de France, avec Armand de Riclès, va proposer donc de faire une riposte en organisant des colloques, en publiant des réfutations de tout l'argumentaire d'Haroun-Yahya, de l'Atlas de la création. Donc vont s'échelonner progressivement au cours de l'année 2007 et puis jusqu'au colloque de 2009 différentes stratégies qui vont montrer un glissement de cette laïcité d'évitement à une laïcité de compréhension. Avec aussi ce bouquin sur guide critique de l'évolution auquel tu as participé, Corinne, avec Guillaume, finalement, en tout cas nous avons vu une tentative de ne pas mettre à la porte les croyances, mais d'essayer d'en comprendre leur origine, leur nature, et en quoi on peut, à partir d'elles, en les prenant en charge, construire une différenciation entre le registre des croyances et le registre de la science. Alors dans les manuels scolaires, à peu près à la même époque, 2008, c'est la réforme du programme du collège, on sent que certains rédacteurs des programmes avaient en tête cette affaire, et que l'évolution étant une des clés de lecture du programme de biologie du collège en tout cas, et même de l'ensemble du cycle scolaire français, une petite précision est apportée: on veille à conduire l'élève durant l'enseignement des sciences à surmonter certaines représentations fausses, mais culturellement tenaces concernant l'évolution. C'est-à-dire que les croyances sont nommées ici comme des représentations fausses et culturellement tenaces. Donc aussi un propos assez agressif vis-à-vis de la croyance, et notamment de sa place qu'elle aurait socialement sur la vision du monde et de la biodiversité. Alors dans les manuels scolaires,
aurait pu s'attendre à ce que les croyances soient un peu discutées. L'ensemble du corpus que nous avons analysé en programme de 3e et puis en seconde sur les années 2008 et 2010 montre effectivement quelques tentatives de discussion sur la réception de la théorie de Darwin à son époque, une mise en contexte historique, des petits événements plus ou moins inquiétants aux États-Unis avec la création d'un musée, l'ouverture d'un musée de la création consultable en ligne, dans lequel vous pouvez d'ailleurs faire un tour, ce qu'ils appellent un tour virtuel, pour voir toutes les salles et voir Adam et Ève en cire. Voilà, donc une certaine timidité, et on reste quand même dans une forme de laïcité qui est celle de l'évitement, où lorsqu'on tente une réfutation ou une compréhension, c'est toujours à la marge des activités proposées dans les manuels, souvent dans les rubriques pour aller plus loin, pour en savoir plus, ou bien en introduction comme effet d'accroche. Alors voilà les trois modèles que nous voyons: réfutation, évitement et puis tentative de compréhension. Alors ce que nous montrent aussi les entretiens des enseignants qui ont choisi ces différentes postures, c'est que ces positions, ces interprétations de la laïcité dépendent de ces modèles éducatifs dépendent de trois représentations. La première, c'est la représentation qu'ils ont de la nature des sciences. Qu'est-ce que c'est les sciences pour eux? Ils évitent ou pas, ils tentent de comprendre ou ils tentent de réfuter en fonction de leur représentation de la nature des sciences, c'est-à-dire des considérations socio-épistémologiques dont nous parlons, je pense, largement avec Laurence, et ce qui milite aussi pour ce que disait Dominique, c'est-à-dire de rentrer dans les formations sur la nature des sciences et l'explication de comment se construit cette pratique sociale très particulière qu'est l'investigation scientifique. Mais ça dépend aussi, ça ne suffit pas la nature des sciences, il y a un autre enjeu qui est important, c'est la représentation que se fait l'enseignant de la place de sa parole et de son influence sur la construction identitaire de l'enfant. C'est-à-dire, il peut mettre à distance les croyances ou choisir de les prendre à bras-le-corps suivant la manière et la représentation qu'il se fait de la force de son discours sur la construction identitaire de l'enfant. Alors ça se traduit par des discours du genre non mais ça je vais pas le dire parce que ça va l'influencer, il va changer de comportement, ou je veux pas rentrer là-dedans parce que je le laisse croire, c'est ses croyances, moi j'ai pas à discuter dessus, je vais pas intervenir. Donc il y a une certaine mesure, un déterminant qu'on appelle une représentation des effets de sa communication. Et puis là aussi, il réagit ou il choisit des modèles d'éducation en fonction du rôle qu'il donne aux sciences, à sa mission d'éducateur pour la formation à la citoyenneté. Alors ces stratégies-là, on les retrouve aussi aux États-Unis. On a des enseignants qui évitent complètement la question de l'évolution. Elle n'est pas traitée parce que pour éviter d'avoir des problèmes, donc c'est une forme de déresponsabilisation. Et puis on a aussi des propositions un peu plus dogmatiques qui consisteraient à dire moi les croyances, les controverses en classe ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème, j'ai un programme à appliquer, donc voici ce que dit la science et voici la vérité scientifique. Tout ce qui est hors de ce champ de discussion, vous le verrez avec le professeur de philosophie ou d'histoire ou à la maison, mais ça ne me regarde pas. Et puis on a des positions, alors 4 qui est en fait 3, la 2 et la 3 sont à peu près les mêmes. La 3, qui est 4 ici sur cette diapositive, qui consiste à dire, bien non, mon rôle est d'alphabétiser les jeunes, je dois défendre les sciences, et pour ça je dois également prendre en charge d'autres formes d'accès à la connaissance, qui sont des connaissances culturellement construites, comme les croyances, et que je ne peux pas les balayer d'un revers de la main, en faire abstraction, et que donc il est de mon devoir de les comprendre, de leur montrer leur construction culturelle, et de montrer aussi en quoi la science s'est autonomisée par rapport à ses croyances et ses credos religieux. Donc ce sont des positionnements par rapport à l'enseignement des sciences qui ne sont pas nouveaux, on les a depuis en sociologie.
notamment chez Dewey aux États-Unis, mais en France chez le sociologue Durkheim, au début du XXe siècle. Alors le rapport Aubin en 2004 avait signalé déjà que les enseignants avaient des positions extrêmement variables lorsque la théorie de l'évolution était critiquée, avec 3 positions qu'avait identifié Aubin. Soit il s'autocensure, donc je n'ai pas abordé ça, soit ils répondent aux contestataires que la religion n'étant pas leur domaine, ils n'ont rien à en dire et que l'établissement de la vérité scientifique n'est jamais révélé ou imposé, elle est le résultat de la démarche expérimentale et que c'est précisément l'un des objets de l'enseignement de la SVT, notre posture. Et puis une troisième posture qui conduit à un dérapage, qui est le dérapage relativiste, qui consisterait à dire la science c'est une hypothèse explicative comme les croyances, vous choisissez parmi ces 2 registres explicatifs. Alors ça permet à l'enseignant de maintenir une sorte de paix sociale à l'intérieur de la classe, mais ça a quand même des conséquences épistémologiques plus que discutables. Alors cette distinction des registres dont parlait Dominique, voilà, il faut effectivement travailler dans nos formations d'enseignants. Alors moi je travaille sur la formation des enseignants du primaire, ça se pose aussi de manière très intéressante et très forte. Et eux n'ayant pas cet obstacle disciplinaire, c'est-à-dire qu'ils sont censés aborder les questions de manière interdisciplinaire, donc la question d'introduire les croyances, d'introduire la littérature, l'histoire des sciences, l'histoire de l'humanité dans le traitement d'une question purement scientifique est moins discutée, en tout cas dans leur positionnement, ils y rentrent assez facilement, et donc on se réfère souvent à Bertrand Russell qui a écrit un livre très intéressant en 1971 où il analyse la différence entre science et religion et il dessine ce schéma sur la religion en disant que la religion c'est une église, un credo et puis un code moral individuel et qu'en fonction des temps ces 3 pôles sont plus ou moins importants. L'église catholique par exemple, le pôle du credo s'effondre un peu et puis c'est le code moral individuel par rapport à l'église catholique qui devient de plus en plus fort et que c'est intéressant de montrer aussi que ce que c'est qu'une croyance de ce point de vue religieux, la fonction de la religion étant de relier les gens justement. Et puis il y a aussi la volonté que défend Magali et puis que défend aussi Laurence de travailler sur une éducation, une instruction à la nature des sciences en précisant alors Guillaume Lecointre vous donnera sa vision en tant que praticien des sciences, de ce que c'est les sciences expérimentales. Nous on a une vision un peu différente, mais c'est parce qu'on vient des sciences humaines et sociales où on considère que la science c'est d'abord quelque chose qui établit des vérités provisoires, c'est donc des tentatives explicatives qui varient au cours du temps, qu'elles sont fondées sur des bases empiriques de l'observation, qu'elles sont subjectives, c'est le point qui pose le plus de problèmes. Je veux dire par là qu'elles sont l'émanation d'un individu, mais ce qui va leur donner la robustesse, c'est l'intersubjectivité. Et ce qui permet d'aller vers l'objectivité, c'est pas tant le positionnement d'un individu, mais c'est aussi la confrontation intersubjective qui permet de construire un sens fort et une argumentation robuste. C'est pour ça que les credos créationnistes ne résistent pas à cette étape-là. Elles peuvent être subjectives ou intersubjectives, mais en tout cas, elles ne rentrent pas dans les canons de ce que serait la nature des sciences. C'est aussi, ça me paraît important, on le dit peu dans nos cours de SVT, c'est que c'est aussi le résultat d'une imagination et d'une créativité humaine, les sciences. Ça me paraît... je me souviens de discussions avec Laurent Jolivet qui me disait que pour lui c'est un point fondamental. Xavier Le Pichon disait la même chose. C'est aussi cette question de créativité. C'est l'articulation entre l'ensemble, bien sûr. Et puis, les sciences sont aussi socialement et culturellement engagées. Si des théories aussi résistent ou d'autres s'effondrent, il y a aussi des facteurs culturels et sociologiques. La théorie de la tectonique des plaques, par exemple, un très bel exemple, avec
le positionnement des Allemands et de Wegener à l'entrée de la Seconde Guerre mondiale, à la sortie, qui donne aussi un sens et qui montre des rapports sociologiques entre les individus qui essaient de construire un argumentaire de science. La dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, et peut-être pour vous donner des ressources aussi, si dans la formation, il y a les cahiers pédagogiques qui sont depuis une vingtaine d'années maintenant assez au fait de ces questions sensibles et de ce que les enseignants en font, hein, avec 2 numéros que je vous ai sélectionnés, celui de décembre 2009 qui s'appelle Questions sensibles et sujets tabou, où une enseignante du primaire dit que elle, face aux croyances, et notamment aux croyances créationnistes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite les enfants à réfléchir sur la distinction entre croire et savoir, qui me paraît donc un enjeu fondamental d'un point de vue éducatif, en tout cas, dans l'éducation aux sciences. Et puis, je vous rappelle aussi un résultat des recherches conduites par Laurence Simoneau depuis une vingtaine d'années, où elle se rend compte que on peut développer des tas de dispositifs de diffusion des sciences très performants, très sexy, très encourageants et très à la pointe des dernières actualités scientifiques, mais on se rend compte que si on contribue à l'appropriation de connaissances, ces connaissances chez les élèves modifient peu leurs opinions et leurs croyances, parce que ces opinions et ces croyances se fondent sur des conceptions qu'ils ont de la nature et aussi sur des valeurs, et donc bien informé fortement, alphabétisé pour modifier l'attitude, et donc en tout cas ce que nous montrent nos recherches, peu productif d'un point de vue de la défense des sciences, voire même antiproductif, hein, certains exemples en disant bon bah, d'accord, c'est la science, et avec un risque de mettre un dogme face à un autre. Voilà, donc je suis conscient que ça ouvre un tas de débats, de discussions, mais je trouve que c'est aussi dans ces moments-là, avec des formateurs, mais aussi avec des enseignants, je sais qu'il y en a dans la salle, qui font des retours de ce qu'ils voient sur le terrain, cette question de la différence entre science et croyance peut être résolue. C'est un problème pour moi qui est déontologique et qui est collectif, et qui peut se résoudre par le terrain et par le retour des professionnels de terrain que vous êtes. Merci.